Mesdames et messieurs, bonjour. Nous reprenons donc nos tables rondes avec aujourd'hui, nous allons creuser, après ce matin avec les fractures nord-sud, les fractures, comme vous l'avez vu, à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de la France, à l'intérieur de nous-mêmes. Voici aujourd'hui les facteurs de risque et de sécurité en Méditerranée. Et pour nous en parler, à ma droite, le général Michel Masson, qui est directeur du renseignement militaire, qui est général de corps aérien, qui a occupé énormément de fonctions dans la hiérarchie, au sein de la hiérarchie militaire, directeur aux affaires internationales et stratégiques au secrétariat de la Défense nationale, sous-chef d'état-major relations internationales de l'état-major des armées et enfin, aujourd'hui, direction du renseignement militaire. Donc, il va nous parler un peu des paramètres politico-militaires de sécurité dans cette région qui nous concerne. Christian Chesneau est journaliste. Il est correspondant Radio France du Point et de la Tribune de Genève. Il est journaliste au service étranger de France Inter. Et surtout, Christian Chesneau connaît très très bien le monde arabe. Il a écrit plusieurs livres sur l'Irak de Saddam. Il a écrit avec Georges Malbruno, son compagnon d'infortune, je ne vais pas rappeler, il a été otage pendant 124 jours de captivité et vous connaissez la suite heureuse. Et Christian Chesneau va nous parler également de ce qui se passe dans ce monde et dans cette région qu'il connaît bien. Enfin, Jean-Paul Chagnolot, qui est doyen de la faculté de droit de l'université Cergy-Pontoise, qui dirige la revue Confluence Méditerranée et qui est directeur littéraire des éditions de l'Harmattan, édition qui, je dois dire, publie énormément d'ouvrages sur le Moyen-Orient, sur l'islam, sur énormément de... Ils font un travail très très remarquable, si vous voulez, sur des sujets qui n'intéressent quelquefois pas assez, et c'est dommage, les éditeurs. Et puis, il intervient dans plusieurs radios et télévisions. Et enfin, il a fait lui aussi, à l'Harmattan, des livres sur le conflit israélo-palestinien, les frontières du Moyen-Orient. Tous livres, je le rappelle, qui se trouvent ici à la librairie de l'Institut du monde arabe. Alors, général Masson, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui, après ce 11 septembre, il y a évidemment une politique de sécurité, mais quels sont les paramètres principaux, quels sont les paramètres majeurs de cette politique de sécurité? Vous avez évoqué cette date fatidique du 11 septembre, qui effectivement, comme le rappelait Gilles Kepel tout à l'heure, avec la chute du mur, est un élément prépondérant dans les bouleversements géopolitiques qu'il y a eu dans ce monde. Si on se situe donc dans l'espace méditerranéen qui nous concerne aujourd'hui, on va se fixer un peu comme référence, si vous voulez, déjà 1995 avec la déclaration de Barcelone. Depuis, les choses ont beaucoup changé. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si aujourd'hui, et là je me reporte au sommet de Barcelone, au sommet euro-méditerranéen qui a eu lieu à Barcelone il y a 15 jours, mais dont nous parlera monsieur l'ambassadeur Pouillette plus tard, est-ce qu'on re-signerait aujourd'hui cette déclaration? En matière de sécurité, je crois que ce qu'il faut poser d'abord, c'est que la sécurité en Méditerranée n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose de totalement fondamental, et on l'a vu au travers de ce qui a déjà été dit tout à l'heure, fondamental pour la sécurité globale sur cette planète. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, les défis qui se posent, je vais vous traiter ça à la militaire, si vous voulez, puisque je suis ici le représentant militaire. Quels sont les défis qui se posent? Quelles sont les solutions que la communauté internationale propose en matière de sécurité, de politique de sécurité? Et puis,
À mon sens, là, ma vision personnelle, comment faut-il faire? Les défis qui se posent, je vais énumérer les principaux. Le premier, c'est évidemment le terrorisme. Je crois que M. Chesneau en parlera tout à l'heure. Il s'impose effectivement depuis le 11 septembre. Il était déjà présent avant, mais plus particulièrement depuis le 11 septembre. Et la Méditerranée, en ce sens, est une zone malheureusement privilégiée pour le terrorisme. Le deuxième que je vois, ce sont les armes de destruction massive, même si après le revirement politique libyen, c'est moins prégnant que ça n'a pu l'être pour l'Europe. Sauf l'Iran, peut-être, non? Sauf l'Iran, mais là, on va un petit peu plus loin, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez. A été évoqué aussi tout à l'heure, et je ne vais pas m'étendre dessus, l'immigration clandestine, avec les événements de Ceuta et Melilla qui ont été aussi rappelés. Et puis, ce à quoi on assiste de plus en plus, c'est que la Méditerranée est le creuset de tout un tas de trafics en tout genre, qui sont eux aussi de plus en plus menaçants. Sans compter, au plan purement politique, une certaine déliquescence, si on peut dire, le mot est peut-être un peu fort, qui se traduit par le népotisme, les affairismes et ainsi de suite, qui n'arrange pas, si vous voulez, ce dialogue entre le Nord et le Sud en Méditerranée qu'on va évoquer tout à l'heure. Je passerai sur les menaces contre l'environnement et surtout ce qu'il ne faut pas oublier. Une dernière menace que je vois, c'est un certain nombre de conflits ouverts, évidemment le conflit au Proche-Orient, mais aussi des conflits en sommeil qui ne sont toujours pas résolus. La crise des Balkans n'est toujours pas résolue. Le Sahara occidental, c'est toujours quelque chose qui reste pendant et qui n'est pas encore résolu. Voilà. Alors, c'est un constat qui est plutôt négatif. On serait tenté de dire que, au travers de ce constat, l'espoir est en berne, là, pour employer un terme militaire. Les espoirs qui sont nés, comme je le disais tout à l'heure, de la déclaration de Barcelone, eh ben, ils sont malheureusement mis en sommeil. Alors, on pourrait désespérer de l'avenir parce que les réponses qui sont fournies par la communauté internationale, et au premier chef par les grandes organisations internationales et les priorités qu'elles attribuent à la politique de sécurité, là aussi c'est assez décevant. Depuis le lancement du partenariat euro-méditerranéen, le volet politique de sécurité, c'est le parent pauvre. Il n'y a quasiment rien qui n'a été fait dans ce domaine. Tous l'ont souligné déjà. Oui, tout à fait. Donc on va pas s'étendre. L'OSCE reste dans le déclaratoire, complètement englué dans son débat interne. Et puis l'OTAN a fait des choses au travers du dialogue méditerranéen. Ça commence à porter un peu ses fruits, mais avec un travers qu'on lui connaît bien et qu'on évoquera tout à l'heure. Et l'Union européenne dans tout ça, ça a été évoqué tout à l'heure par M. Clairet. L'Union européenne, c'est vrai, le constat a déjà été fait. L'Union européenne essaie de digérer son élargissement. L'Union européenne n'arrive pas à aboutir à une identité politique véritable, qui est la condition sine qua non pour avoir une véritable politique de sécurité commune. Ça a été évoqué ici tout à l'heure dans l'assistance. Et puis aussi, il faut le reconnaître, l'Europe, qu'on disait très riche, aujourd'hui, on le voit au travers du débat budgétaire, les ressources sont en train de se raréfier. Et un certain nombre de ressources vont être dévorées, si je puis dire, enfin avalées par l'élargissement. Parallèlement à ça, les enjeux économiques, les enjeux sociaux sont très forts, sont très présents au Sud. Et il y a une grande demande de la part du Sud vers le Nord en ce sens. Alors, dans le domaine de la sécurité, comme je le disais, beaucoup reste à faire et surtout, avant d'aboutir à des résultats tangibles, l'élément indispensable, c'est le dialogue. Est-ce qu'il existe dans le domaine de la politique et sécurité en Méditerranée, est-ce qu'il existe un vrai dialogue? Eh bien, ma réponse, c'est non.
C'est non parce que la première organisation, la plus forte, si pour parler des termes faciles en matière de sécurité, c'est l'OTAN. L'OTAN qui a instauré donc son dialogue méditerranéen. L'OTAN a apporté une réponse qui est très directive et très autoritaire, si vous voulez. C'est le processus otanien. On a, entre alliés, élaboré un certain nombre de mesures qu'on croit bonnes pour les pays du Sud. On s'est concerté, on s'est mis d'accord, c'est passé au niveau du comité militaire, ça a été proposé au Conseil, et le Conseil a dit oui. Et on a proposé ça à nos partenaires du Sud, et il faut reconnaître que ce n'est pas franchement la meilleure méthode qui a été abordée. Ensuite, il y a d'autres enceintes, d'autres organisations qui traitent de sécurité. J'ai cité l'OSCE tout à l'heure, l'Union européenne. Le problème de l'Union européenne vis-à-vis de l'OTAN, c'est que cette politique européenne de sécurité et de défense qui est en train de se construire, qui est jeune, hein, n'oublions pas, hein, elle est en train de se construire, ne lui demandons pas tout et son contraire, eh bien, elle reste occultée, elle reste en deçà, parce que justement il y a une présence très forte de l'OTAN, et au sein de l'OTAN il y a une empreinte américaine très forte, et il faut le dire, qui motive énormément beaucoup plus nos partenaires qu'ils ne peuvent l'être au sein de la PESD. Alors ça, c'est malheureusement un constat assez négatif. Et en plus, puisqu'on parle des Américains, je crois que l'approche américaine, et partant de là l'approche de l'OTAN, n'est pas la meilleure approche en termes de sécurité. Les Américains voient la Méditerranée plutôt sous un axe est-ouest, alors que les Européens, et ça a été dit tout à l'heure, ont une approche nord-sud et voient dans l'espace méditerranéen d'abord une nécessité de politique de voisinage, je devrais dire de bon voisinage. Monsieur Clairet tout à l'heure a dit que les Européens voyaient ça au travers d'une appartenance régionale. C'est très vrai, c'est très juste. En plus, les Américains ont tendance à traiter, entre guillemets, cet espace méditerranéen d'abord au travers du terrorisme. Donc c'est assez réducteur, et ça ne répond pas vraiment aux attentes du Sud. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je crois d'abord qu'il faut clarifier le dialogue, parce qu'avant d'agir, eh ben, il faut se parler. Voilà. Ça, c'est l'un des grands enseignements de mes 3 ans que vous évoquiez tout à l'heure en tant que responsable des relations militaires internationales. Il faut d'abord se parler, et il faut se parler non pas comme au travers avec les travers de la démarche otanienne, qui, comme je le disais, est très autoritaire. Il faut se rencontrer, mettre les choses sur la table, amener des propositions, et puis les travailler ensemble. Et il faut dépasser, si vous voulez, cette logique autoritaire que j'évoquais, et aussi cette logique qui existe actuellement, qui est plus politique qu'autre chose, cette espèce de logique de troc, si vous voulez. C'est-à-dire que le Nord attend du Sud une certaine sécurité, et il rétribue cette sécurité par ces politiques d'aide. Et ça a été confirmé à Barcelone il y a 15 jours. Ça, les politiques du Sud n'en veulent pas. Eux, ils veulent d'abord que le Nord les aide au plan économique, c'est un présupposé, et après on parlera de politique, et en particulier de politique de sécurité. Alors, il faut donc modifier cette approche, et là je vais prendre un exemple pour clôturer mon intervention, un exemple qui est tout à fait manifeste, je crois, de ce qui peut être fait, et à mon sens, disons-le, de ce qui doit être fait. C'est l'initiative dite 5+5, l'initiative des ministres de la Défense, qui a été une initiative française, une initiative de Madame Alliot-Marie, qui s'inscrit dans un format 5+5 qui existe, si mes souvenirs sont exacts, depuis 1995, mais qui était réservé
jusque-là au ministre des Affaires étrangères. 5 plus 5, 5 pays du Nord, 5 pays du Sud. Les 5 pays du Nord, c'est le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et pour boucler l'arc, Malte. Et au Sud, c'est la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Comment ça s'est passé ? Eh bien, et là je parle sous le contrôle de Jean-François Coustillère, qui a été l'un des grands artisans, je dois le dire, il faut le dire, de cette initiative, parce que sans son action personnelle, on n'aurait pas abouti à ce à quoi on est arrivé aujourd'hui. On a rencontré nos partenaires d'égal à égal, et pas avec cette prétention de tutorat que nous avons souvent, nous occidentaux, vis-à-vis de nos partenaires du Sud. On leur a dit, voilà, pour nous, les défis qui se posent, c'est cela. Je vous les ai évoqués tout à l'heure. Quel est votre sentiment? Et donc, ils avaient bien évidemment la même approche que nous, avec des priorités qui n'étaient pas forcément les nôtres. Et ensuite, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on vous propose ça. Et on a enclenché, si vous voulez, un dialogue qui a permis déjà une grande réussite que je n'ai pas évoquée et qui mérite d'être soulignée. C'est que si nous, au Nord, on a des possibilités de discuter, de se concerter, d'élaborer des plans et de réunir autant que faire se peut les moyens de les mettre en œuvre, le grand déficit du Sud, c'est qu'il n'y a pas de véritable dialogue Sud-Sud. Ils ne se parlent pas entre eux, tout au moins pas suffisamment, et ça c'est tout à fait manifeste dans le domaine de la politique de sécurité. Et là, à contrario, il s'est produit le contraire. Et nous avons assisté à un dialogue entre ces pays du Sud qui tout à coup, malgré le fait, par exemple, que le problème du Sahara occidental ressurgissait, Algériens et Marocains ont parlé ensemble, se sont concertés. Et ensemble, avec les Libyens, avec les Mauritaniens, les Tunisiens, se sont dit « mais comment va-t-on, nous, du Sud, se mettre d'accord pour faire front ou pour répondre à ceux du Nord ?» C'était extraordinaire. C'était la première fois qu'on voyait ça. Donc je crois que c'est cette initiative 5 plus 5 qui est très cohérente, d'abord dans son objectif, c'est la sécurité dans le bassin occidental de la Méditerranée, qui est très cohérente dans son approche géographique. Ça concerne un bassin tout à fait, qui concerne directement les pays, qui n'est pas sous le joug de ce conflit du Proche-Orient qui en fait est un verrou et qui bloque tout en fait dans le dialogue Nord-Sud, ça a été dit tout à l'heure. Et là, on aboutit à des choses concrètes et les ministres du 5 plus 5 se sont réunis à Alger il y a maintenant 3 semaines, si mes souvenirs sont exacts, et se sont félicités du fait qu'on a fait des choses concrètes, pratiques. Et là, je reprends ma casquette de directeur du renseignement militaire, je l'ai vécu il y a 15 jours, au travers de cette initiative 5 plus 5 et des dialogues, et des rencontres, des dialogues et des relations de confiance qui naissent de ces 5 plus 5, en matière de renseignement et pour traiter de l'un des défis que j'ai cité tout à l'heure, qui est les trafics, eh bien, grâce à cette initiative, nos amis algériens nous ont communiqué des renseignements sur un navire douteux, plus que douteux d'ailleurs, qui était dans leurs eaux et que nous avons pu pister grâce à eux au début, ensuite avec nos propres moyens. C'était tout à fait emblématique de ce qu'on peut faire aujourd'hui au travers d'une initiative comme ça. Et je crois savoir aussi, je suis payé pour ça, que cette initiative 5 plus 5 suscite des velléités de vouloir faire quelque chose dans le bassin oriental, où à mon sens les défis sont encore plus grands. Voilà. Je voulais conclure par là, c'est une note positive après ce constat assez négatif, un peu rapide, je le conçois, mais il y a d'autres qui parleront de ce sujet. Général. Oui. Merci de cet exposé, mais je crois que je voudrais que vous reveniez un peu, parce que vous allez effectivement très vite, et c'est normal, on vous a demandé d'être court, mais je voudrais savoir quand même, avec la franchise militaire qui vous caractérise, quels sont aujourd'hui, pour nous, les principaux facteurs de risque? Juste les inventorier. Oui, aujourd'hui, en fin 2005, début 2006,
quels sont pour nous les principaux facteurs de risque? Les principaux facteurs de risque, je le disais tout à l'heure, c'est le terrorisme et la prégnance du terrorisme et surtout l'extraordinaire panel au travers duquel il se manifeste. J'ai cité les armes de destruction massive, mais terrorisme et armes de destruction massive, on craint malheureusement que ça ne devienne qu'une seule et unique menace. Il y a une initiative américaine, citons-la, qui s'appelle l'initiative, pourquoi pas, qui s'appelle l'initiative PSI, alors qui est, ça y est, je me souviens plus maintenant de la signification, Prohibition Security Initiative, quelque chose comme ça. Prohibition pour prohibition des armes de destruction massive, proliferation, excusez-moi, proliferation. Et cette initiative a le mérite de rassembler un certain nombre de pays qui se concentraient, c'est vrai, au début sur l'arc méditerranéen, mais qui maintenant se prolongent beaucoup plus loin en Asie, de prendre en compte cette menace. Et au travers de cette initiative qui, au début, ne s'est traduite que par des exercices, aujourd'hui, il y a des actions réelles, pratiques, concernant la prolifération d'armes de destruction massive qui sont le fait de terrorisme. Alors terrorisme au sens large, parce que où commence le terrorisme et où s'arrête le grand banditisme, aujourd'hui on ne sait plus très bien. Et ça, je crois que c'est le danger majeur, principal qui se pose dans cette zone méditerranéenne. Et on sait qu'il y a des vases communicants. Et exactement, c'est tout à fait ça, il y a des vases communicants en particulier entre terrorisme et menaces de prolifération. Eh bien, c'est la question que nous allons poser à Jean-Paul Chagnolot. Alors, au sujet du terrorisme et aussi de l'islamisme, puisque aujourd'hui, ça paraît, le radicalisme en tout cas, paraît être un des principaux vecteurs du terrorisme, en tout cas en Méditerranée. Alors, qu'avez-vous à nous dire là-dessus? Écoutez, c'est un sujet particulièrement difficile parce qu'il y a de multiples entrées. Mais bon, le constat, il vient d'être fait. Je crois que le terrorisme aujourd'hui est une vraie menace et on le voit sur des incidents quelquefois presque anodins que l'angoisse est là quelque part. J'ai assisté à un colloque il y a quelques jours à Beyrouth avec un certain nombre d'officiels et il y a eu une panne de courant dans une enceinte comme celle-ci. Immédiatement, il y a eu un frémissement dans la salle. On s'est dit ça va sauter quelque part, c'était assez impressionnant. Et donc cette menace est là. Et il ne s'agit pas évidemment de la nier, bien au contraire, il faut essayer de s'en préserver. Maintenant, ce qui me frappe, moi, dans tout ça, c'est beaucoup d'amalgame. Je vais prendre encore un autre exemple très concret. Dans une émission de radio, c'était il y a quelques jours, un journaliste constatant qu'on n'envoyait pas assez de vivres et de soutien au Pakistan avec ce qui s'est passé là-bas. Le journaliste a dit c'est un peu normal, le Pakistan c'est un État difficile, c'est un État voyou et c'est un État musulman. Il mettait le mot musulman sur le même plan que État voyou et difficile. On ne savait pas ce que vous voulez dire exactement difficile. Donc il y a tout ça. On est dans une espèce de moment de confusion. Et je crois qu'il faut donc essayer d'abord d'y voir clair un peu. Et si on prend le Proche-Orient, moi je crois qu'il y a quelques distinctions à faire. D'abord, la première distinction, c'est évidemment essayer de comprendre une définition du terrorisme qui est toujours un peu insaisissable, mais à un moment donné, tout de même, quelque part, il s'agit du meurtre des innocents, d'où qu'ils viennent. Et quand il y a meurtre des innocents, ou bien attaque à des personnes innocentes, enlèvement de personnes innocentes, nous sommes clairement dans du terrorisme, mais en même temps, il ne faut jamais oublier que les acteurs politiques utilisent le terme, non pas par rapport à cette définition, dont on peut évidemment longuement discuter, mais aussi et d'abord souvent pour décrédibiliser l'autre. Quelqu'un qui est un résistant, c'est bien connu, dès lors que l'on l'a nommé terroriste, il est décrédibilisé, il change, il n'est plus sur le plan du champ politique, on est immédiatement sur le champ militaire ou policier. Tout est possible et d'abord évidemment l'assassiner et certainement pas dialoguer avec lui alors que ce n'est pas du tout un terroriste si on prend la définition du meurtre des innocents. Donc il y a déjà une réflexion à faire là-dessus. Mais bon, si maintenant on regarde les situations au Proche-Orient, on a des organisations comme le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah, mettons Al-Qaïda bien entendu, puis d'autres groupes au nom divers.
Et je crois que là, déjà, il y a des distinctions à faire importantes. Autrement dit, si je prends, puisque ça a été évoqué ce matin, la question israélo-palestinienne, qui pour moi est centrale, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, absolument centrale, eh bien, le Hamas a commis, au sens de ma définition, des actes terroristes absolument condamnables, et sur le plan politique et sur le plan moral, et en plus tout à fait contre-productif. Ça a traumatisé la société israélienne, ça a d'une certaine manière radicalisé la société israélienne, et pour de bonnes raisons évidemment, parce que c'est inacceptable à tous égards. Et du côté palestinien, il y a eu une première phase où, quelque part, on soutenait ces actes. Je me souviens d'un colloque à Ramallah il y a 3 ou 4 ans, où mes amis universitaires palestiniens disaient « il faut bien que les autres souffrent aussi, nous souffrons, il faut qu'ils souffrent ». C'est évidemment inacceptable. Et aujourd'hui, on sent bien que chez les Palestiniens, il y a cette idée que c'était absurde. Enfin, il y a vraiment eu un changement là-dessus. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que cette question, ce qui est un aspect évidemment, et un aspect grave de la question israélo-palestinienne, évidemment, si demain, ce qu'à mon avis c'est possible, je crois qu'il y a une ouverture, j'espère qu'on en reparlera un peu, il y a des choses qui se passent. Elie Barnavi en a parlé tout à l'heure, moi je suis plutôt optimiste, c'est rare d'être optimiste par rapport à ça, et bien là, les sources qui sont l'occupation, la confrontation, pourraient être asséchées, et donc on pourrait imaginer que le Hamas serait ce qu'il était au début, c'est-à-dire une organisation ancrée dans la réalité sociale et nationale palestinienne, et ce qu'il est aujourd'hui aussi, puisqu'il va s'engager dans les élections législatives comme il s'est engagé dans les élections municipales. Donc on a ces organisations-là, et du Hezbollah, je dirais la même chose, il y avait un règlement, non plus simplement israélo-palestinien, mais cette fois-ci israélo-arabe avec les Syriens. Donc ça c'est un. Et israélo-libanais, le Hezbollah joue un rôle. Oui, mais les fermes de Sheba dont on parle sont peut-être davantage liées avec un règlement avec la Syrie. Enfin bon, en tout cas, s'il y avait un apaisement et donc la paix, on aurait déjà une partie de cette espèce d'effervescence tragique qui pourrait être dépassée et qu'il ne faut pas confondre avec Al-Qaïda ou autre chose. Deuxième point qui est important, un journal, je prends des exemples concrets, parlait de la fièvre islamiste à propos de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Il s'est passé en Égypte que les frères musulmans qui sont là depuis 1928, c'est la matrice, en tout cas dans l'ère sunnite, de ces mouvements islamistes. Les frères musulmans, donc, comme on le savait déjà, ont une influence importante en Égypte, qui est comme partout ailleurs dans le monde arabe, un régime autoritaire, et là il y a un espace politique, ils l'investissent. Et je crois que là on touche quelque chose de très, très essentiel. Les mouvements politiques que sont les mouvements islamistes, et essentiellement les frères musulmans, et le Hezbollah au Liban, c'est parce que c'est chiite, eh bien, on doit leur faire une place politiquement. L'ouverture aux politiques me paraît une dimension centrale dans des régimes qui restent ancrés dans des systèmes autoritaires ou d'ailleurs, pour prendre juste un exemple, ce qui résume tout, c'est la dévolution du pouvoir. Comment se fait la dévolution du pouvoir dans ces systèmes? Je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais juste le point. Eh bien, c'est le noyau dur de ce qu'on appelle la sabia, c'est-à-dire de l'esprit de corps, de solidarité, à la fois lien de sang et allégeance, clientélisme tout autour, ce lien de sang fait que, autour d'un personnage principal, Fayez al-Assad, Saddam Hussein, le roi Hussein de Jordanie, etc., on a là une dévolution du pouvoir qui fait que c'est le fils. Ça n'a rien à voir avec notre distinction monarchie-république. Parce qu'on pourrait dire, la Jordanie c'est une monarchie, c'est normal. Non, je crois que c'est bien au-delà, ou bien en deçà, enfin en amont en tout cas, il y a une réalité d'évolution du pouvoir filiale, familiale, clanique, au sens le plus étroit du terme, ce qui montre simplement par là le caractère formidablement autoritaire où tout fonctionne à l'exclusion des autres. Et la force d'opposition principale, ce sont les islamistes un peu partout. Bachar el-Assad devient le nouveau chef d'État. Abdallah II devient, alors c'est pas parce qu'il y a une monarchie, c'est parce qu'on est dans une chabia hachémite. Gamal Abdel Nasser, beau lapsus, Moubarak. Enfin, je suppose qu'on aurait pu parler comme ça avec. Donc, et ainsi de suite, on peut faire le tour. Et je ne vais pas dans les pays du Golfe où là c'est des Assabiya à l'état pur, n'est-ce pas? Il y a même un pays qui porte le nom de l'Assabiya, c'est l'Arabie Saoudite. Elle est devenue saoudite, c'est pas. Bon, donc on a ça. Donc s'il y avait une ouverture démocratique minimale à laquelle nous, Européens, je ne parle pas des Américains, nous, Européens, nous ne contribuons pas, parce qu'on soutient finalement les régimes autoritaires au nom de la lutte contre le terrorisme, surtout depuis le 11 septembre, ce qui fait qu'on entretient encore cette exclusion politique, et donc les risques de dérapage violent. Voilà, donc si on avait déjà cette lecture, ou même si
c'est évidemment mon cas, mais je pense que c'est le cas de beaucoup, je n'ai intellectuellement, idéologiquement rien à voir avec les doctrines des frères musulmans, qui m'insupportent à tous égards, n'empêche qu'ils font 20-30% et qu'il vaut mieux les inclure dans un champ politique, dans un jeu politique, pour les combattre politiquement, plutôt qu'avoir des basculements, comment dirais-je, insaisissables. Dernier point, et à ce moment-là, il restera de l'irréductible, il restera ces groupes qui jettent l'anathème à tous les autres pouvoirs, y compris le pouvoir musulman, confère par exemple ce qui s'est passé en 81 avec Sadat, et puis bien entendu Al-Qaïda qui est complètement détérialisé, et on est dans un schéma complètement différent. Et déjà si on avait ces quelques distinctions, la lutte nécessaire et sans merci qu'on doit mener contre ces sectes criminelles serait peut-être plus aisée, parce qu'on aurait au moins cet ensemble moyen-oriental apaisé. Et je crois que l'apaisement de cette région est fondamental, et j'en reviens, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter un peu, sur l'absolue centralité de la question israélo-palestinienne, et bien entendu, à mon avis, l'erreur stratégique qui a été commise en Irak, qui au nom d'une guerre contre le terrorisme a en fait ouvert des espaces nouveaux au terrorisme. Juste deux questions, Jean-Paul Chagnolot, mais je vous demanderai peut-être de répondre plus tard après l'intervention. Mais en fait, ce qu'on peut se demander, au-delà du conflit israélo-arabe, si déjà la nébuleuse terroriste n'est pas déjà non seulement détérialisée, mais mondialisée, on le voit. C'est-à-dire, est-ce que si le conflit israélo-arabe s'arrêtait miraculeusement demain, est-ce que ce terrorisme-là s'arrêterait? Je n'en suis pas sûr, en tout cas, c'est une question. Non. Et deuxièmement, s'il y a des élections démocratiques, on a l'impression que tout se passe comme si ce sont les islamistes qui prendraient le pouvoir un peu partout, dans les pays arabes. Je réponds maintenant Allez-y. Oui, sur le premier point, bien sûr que non. Il resterait ce que j'appelle des sectes criminelles qu'il faudrait combattre, c'est clair. Mais je pense que s'il y avait, on peut rêver un instant d'un apaisement véritable, et on est vraiment loin encore du compte, surtout avec ce qui s'est passé en Irak, eh bien on aurait peut-être des cibles plus précises, on n'aurait pas cette espèce d'effervescence complexe dans laquelle nous sommes. Quant à la question de la prise du pouvoir par les islamistes, je crois qu'on peut estimer les pourcentages avec quelques indicateurs qu'on peut avoir ici ou là, c'est pas du tout inéluctable. On a un exemple très concret, c'est assez paradoxal mais intéressant, dans un pays où il n'y a pas d'État, où par conséquent il y a un jeu démocratique malgré tout, et sous occupation sont les Palestiniens. Et là, bon, on va avoir le Hamas qui va sûrement, en législative je parle, faire un bon score à Gaza. Je ne suis pas du tout sûr qu'il en fasse un aussi bon en Cisjordanie. Les municipales d'ailleurs ont montré qu'ils ont pris des villes à Gaza, un peu en Cisjordanie aussi, c'est vrai, notamment à Kalkilia, pour des raisons qu'on pourrait évoquer aussi, parce que c'est quand même une ville un peu particulière. Enfin bon, donc on peut penser aussi que le Fatah l'emportera. Donc c'est pas inéluctable. En Jordanie, je pourrais faire le même raisonnement, en Égypte, etc. Et c'est tout le problème aussi de l'ouverture d'un jeu politique. On reviendra là-dessus. Christian Chesneau, vous avez vécu même de l'intérieur cette logique du terrorisme, d'abord comme journaliste, vous y avez assisté, et puis comme victime, on peut le dire, vous en êtes heureusement sorti. Mais comment, aujourd'hui avec le recul, vous analysez ce terrorisme-là qui se passe au... Je voudrais rebondir un peu ce qu'a dit Jean-Paul Chagnolot. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de confusion, et qu'on mélange un petit peu tout. Alors c'est vrai que nous, dans notre cas, c'est vrai que c'est un cas un peu particulier, celui de Georges, c'est-à-dire cette prise d'otage en Irak. C'est vrai que les frontières entre les terroristes, les résistants, les mafieux sont très très floues. Et entre un groupe comme Zarqawi, nous on était détenus par l'armée islamique, et puis les mafieux purs et durs, c'est vrai qu'il y a souvent des passages et qu'il n'est pas évident de faire des compartiments. Et nous, dans notre cas, on a eu le sentiment qu'on avait quand même affaire à un groupe politique, pour faire court, plutôt des anciens du régime de Saddam Hussein, qui utilisaient des méthodes terroristes, mais qui voulaient très bien avoir des liens avec des mafieux. Et eux nous ont dit, on n'a rien à voir avec Zarqawi, on va négocier. Donc voilà, notre cas est un petit peu particulier et complexe. Mais ce que je voudrais rebondir un petit peu sur ce débat, parce que c'est quand même l'avenir qui se joue. Enfin, je veux dire, si on parle du Moyen-Orient, c'est parce qu'effectivement ça touche aussi l'Europe, la sécurité de l'Europe, et sur tous les plans. Et pour refaire un petit peu un bref retour en arrière, c'est vrai que dans les années 90, c'était la décennie de la paix. Il y a eu les accords d'Oslo, la conférence de Madrid, Barcelone, et c'est vrai que si on se remémore ce qui a été écrit et dit à l'époque, c'était
ça ne sera plus jamais comme avant, la paix est irréversible, ça, tout le monde disait ça, c'est-à-dire que c'est fini, alors qu'effectivement les vrais problèmes n'étaient pas réglés, les problèmes de fond, on en a parlé, l'immigration, les réfugiés, les problèmes politiques, et c'est vrai qu'on a un petit peu, et là la communauté internationale a été un petit peu fautive de ne pas avoir été plus pressant pour faire accoucher la paix, et que maintenant on se retrouve dans une situation qui malheureusement est très dégradée. Et moi je suis arrivé en Jordanie en 99, et on était encore sur la fin justement de cette décennie de la paix, et j'ai bien vu qu'en quelques années, c'est-à-dire à partir de 2000, 2001, 2002, 2003, la région a basculé avec l'intifada palestinienne, avec le 11 septembre et avec l'Irak. Et moi, ce qui me frappe maintenant, c'est que effectivement, dans les années 60, 70, 80, même jusqu'à 90, c'est vrai qu'il y avait le conflit israélo-arabe, qui était quand même relativement facile à lire, à décrypter. Il y avait des lignes rouges, c'était assez simple à comprendre. C'était balisé. C'était assez balisé, voilà. Alors que maintenant, on est passé dans une autre époque, où le conflit israélo-arabe est bien sûr une clé centrale pour comprendre la région, mais ce n'est plus la seule, elle n'est pas exclusive. Et maintenant, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe au Liban et en Syrie, ce qui se passe même en Afghanistan, vient alimenter, vient interférer dans toutes ces crises. Et on a l'impression que maintenant, il y a effectivement, la crise, c'est plus seulement Israël-Palestine, c'est l'échelle a changé. Et la nature a changé, on voit bien qu'il y a des réseaux, on voit bien que, par exemple, quand on parle de l'Irak, on voit bien que le Hezbollah, parfois, envoie des gens sur place, même former des artificiers. On voit bien que l'Iran joue un rôle aussi au Liban. Enfin, on voit bien que maintenant, il y a des réseaux qui se font, des réseaux terroristes, des réseaux financiers. Parce qu'on a changé d'époque. Nous, on l'a vu aussi dans notre cas, on a bien vu que nos ravisseurs maîtrisaient par exemple l'Internet parfaitement et pouvaient adresser leur message au monde entier. Ce qui posait aussi pour nous, en tant que journalistes, observateurs, notre rôle, parce que là encore, la situation a énormément changé. Dans les années 70-80, le journaliste allait voir les groupes armés, enfin les groupes de résistants, et finalement passait le message au monde, alors que maintenant, ces groupes-là n'ont plus besoin des journalistes, puisqu'ils maîtrisent l'Internet, ils ont des moyens de communication avec Al Jazeera, donc les images, dans la minute, sont connues de la terre entière. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a une globalisation, une mondialisation, et ça change la lecture qu'on a des conflits, des enjeux, et c'est pour ça qu'on est un petit peu désarmé finalement face à cette nouvelle situation, parce que ce qui se passe à Bagdad va avoir une influence à Gaza, va avoir une influence à Beyrouth, voire même jusqu'au Maroc. Et donc ça, c'est une nouvelle réalité qui est vraiment nouvelle et qui est difficile à comprendre, à analyser et à gérer. D'ailleurs, ça mériterait une table ronde à elle seule, c'est ce problème de l'explosion des communications. Ça, c'est une révolution. On n'a pas forcément consciente en Europe, en France, mais l'arrivée d'Al Jazeera et des autres chaînes satellitaires, c'est vraiment une révolution dans le monde arabe. Parce que pour la première fois, le monopole de la parole a été brisé. On a alors peut-être des paroles parfois excessives, parce qu'on critique souvent Al Jazeera, qui est peut-être excessive, mais en même temps, c'est une formidable ouverture, et que les gens, quelqu'un qui est à Gaza, va savoir ce qui se passe en Europe, va dire, ça c'est un changement fondamental. Et puis, l'autre chose aussi, ce que vous dites, Abu Ghraib, comme on a su, c'est un soldat américain qui, de son portable, prend les photos. Exactement. Et les envoie tout de suite. Et qui les met sur Internet, voilà. et qui est connu du monde entier. Alors ça change complètement la façon, d'ailleurs les journalistes vont faire leur métier, les hommes politiques, aussi la responsabilité sur la parole, ce qu'on dit en France, nous on l'a bien vu dans notre cas, on l'a su après parce qu'on a revu des responsables français qui nous disaient qu'ils étaient surpris que nos ravisseurs sachent tellement bien ce qui se passait en France. Ils étaient au courant de tout. La moindre déclaration, qui dit quoi, qui fait quoi, ils étaient au courant. Les rapports de force politique en France, tout. Ils savaient tout. Donc ça donne aussi, c'est une nouveauté qu'il faut prendre en compte.
Juste un mot, Christian, c'est très intéressant. Quand vous dites que vous êtes arrivé en 99-2000 en Jordanie et vous avez vu la chose basculer, en fait, vous pourriez résumer ce basculement en quoi? Autour de quel pôle ça a basculé? Moi, je l'ai bien vu parce que donc, la Jordanie avait signé d'ailleurs un traité de paix avec Israël en 94, et moi je me souviens encore en 99, il y avait encore des touristes israéliens, il y avait du commerce, il y avait des choses, des projets, on construisait des hôtels, et puis c'est vrai que tout ça s'est brisé assez net, et surtout moi ce que j'ai, en vivant justement au quotidien en Jordanie, en me baladant un petit peu dans la région, j'ai vu aussi les gens changer. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure le risque où dans une salle il n'y a pas d'électricité, les gens sont stressés. Moi j'ai vu notamment toute cette frange de la population arabe, je dirais éduquée, qui parle français, anglais, qui envoie ses enfants à l'étranger. Ces gens-là, justement, avec le 11 septembre, cette stigmatisation de l'islam, du monde arabe, justement assimilé au terrorisme, ces gens-là, effectivement, sont un petit peu, comment dire, me disait, finalement maintenant on a entre le choix entre Bush ou Ben Laden, et nous on est au milieu, on est pris en sandwich, et on ne se rend pas compte, mais vu de leur perspective, le fait de ne plus avoir de visa aux États-Unis, en Angleterre, de ne plus pouvoir envoyer leurs enfants étudier à l'étranger, ils se sentent un petit peu, je veux dire, victimisés, ils se sentent humiliés, et ça, c'est dangereux parce que tous les modérés, les gens laïcs ou qui pourraient avoir une vue médiane, ces gens-là, effectivement, sont de plus en plus sous pression, et on voit bien que c'est soit être islamiste, voire carrément extrémiste, ou alors complètement pro-occidental. Et donc il y a vraiment des crises, il y a un déchirement, et c'est dangereux pour l'avenir parce que c'est sur ces gens-là qui peuvent faire la paix et avoir des ponts avec l'Europe et l'Occident. Et c'est pour ça que malheureusement on voit bien qu'actuellement on est quand même dans une phase de crispation entre l'Occident et l'Orient, et si on coupe tous ces ponts, par exemple éducatifs, ces gens ils vont étudier, par exemple les Saoudiens n'étudient plus aux États-Unis, ils étudient justement dans leur pays ou dans la région. Très bien, merci Christian Chesneau. Général Masson, est-ce que quand même, vous avez cité un certain nombre de choses qu'on est en train de faire, et l'initiative 5/5, qui est une initiative intéressante et positive, est-ce que quand même aujourd'hui on prend toute la mesure, est-ce que vous voulez dire qu'on est efficace par rapport quand même à évidemment une minorité et évidemment des gens qui ont envie vraiment je dirais, de mettre le feu, et je ne parle pas là des banlieues et de Clichy-sous-Bois, je parle des gens qui ont vraiment envie de mettre le feu en Europe ou ailleurs. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la situation est maîtrisée ou qu'on ne peut jamais en fait maîtriser une pareille situation? Parler pour l'Europe en général, la France en particulier. Oui, c'est une question très difficile que vous posez là. Est-ce qu'elle est maîtrisée? Non, pas vraiment. Elle n'est pas maîtrisée. D'un autre côté, on ne peut pas dire qu'on se sent impuissant. On maîtrise un certain nombre de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'abord parce que là, je risque de dire des choses que je ne peux pas dire. Secret défense. Secret défense, si vous voulez. Oui. Il y a un point qui me paraît important. Là, j'ai plus de casquette de militaire. Ce qui est important de souligner, ça a été évoqué par Christian Chesneau, c'est aujourd'hui, on ne met plus les menaces dans des boîtes. Alors j'ai eu le tort sans doute tout à l'heure de vous énumérer, de vous faire une liste un petit peu à la Prévert de ces menaces que j'ai tempérées par la suite en disant par exemple que le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive avaient de dangereux comment dirais-je, collaborations. Collaboration, oui. Aujourd'hui, donc, l'amalgame des menaces est grand et en même temps, donc, ça c'est diffus. Il n'y a pas, comme je le disais, une menace par boîte. Et donc, les domaines politiques, militaires, policiers et autres sont de plus en plus étroitement mêlés, imbriqués. Et ça, je le vis tous les jours dans mon métier donc, du renseignement, tout court. Même si mon titre, c'est directeur du renseignement militaire, aujourd'hui, et ça a permis quelque chose de très positif,
qui est une meilleure concertation, une meilleure coordination entre les services de renseignement, en France, mais aussi ailleurs, fort heureusement, ça amène une prise en compte de la menace globale. En ce sens-là, on peut dire que on se dote des bons outils et des bonnes méthodes pour prendre en compte cette menace. Dire maintenant qu'elle est maîtrisée, non, elle n'est pas maîtrisée, malheureusement. Elle est très présente et surtout, je crois, ce qui est important, et ça c'est lié aussi à ce qu'évoquait Christian Chesneau au travers de la généralisation de l'information, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes d'information. Aujourd'hui, si vous voulez, le champ est de plus en plus vaste et les terroristes, entre guillemets, appelons-les comme ça, vont eux aussi très vite. Et bien souvent, ils ont tendance à aller plus vite que nous parce que nous, on est encore enchaînés par un certain nombre de choses. D'abord, nous vivons dans des sociétés démocratiques, des États de droit, dans lesquels on ne peut pas tout faire, tout au moins pas n'importe comment. On le voit là aussi, l'actualité me conforte au travers de la loi antiterroriste en France, des amendements qui sont mis sur le bureau de l'Assemblée nationale pour avoir un droit de regard sur les services de renseignement. Si vous voulez, les choses ne sont pas simples pour nous. Et en plus, comme là aussi, ce qu'évoquait Christian Chesneau, c'est que les terroristes maîtrisent un certain nombre de choses, comme les technologies de l'information, ils les utilisent, mais ils maîtrisent aussi certaines autres techniques. Je prends un exemple, si vous voulez, si vous lisez les journaux sur ce qui se passe en Afghanistan, en Irak, bien sûr, vous vous rendez compte qu'il y a des attentats suicides, mais il n'y a pas que des attentats suicides, il y a aussi des attentats à la voiture piégée, des mines, des pièges de toutes sortes qui sont positionnés et qui à chaque fois font de gros dégâts. Alors on peut se dire, mais alors comment est-ce qu'on peut faire des gros dégâts alors que dans le temps, quand on posait une mine, c'était assez aléatoire. Si un véhicule allait passer par là, il sautait, et puis que ce soit une ambulance ou un char d'assaut, le résultat était le même. Aujourd'hui, ils font mouche à chaque fois. Et sur des objectifs stratégiques pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont développé dans ce domaine-là, qui est un domaine de pointe, qui a fait appel à des technologies de pointe, ils ont développé des armes très destructrices et qui sont très efficaces, malheureusement. Et dans ce domaine, ils ont tendance, dans le domaine de la terreur, à aller plus vite que nous dans le domaine du bouclier contre la terreur. Alors là, vous voyez, c'est l'illustration du côté, la réponse non à votre question, non, on ne maîtrise pas tout, mais on essaye. Et le point positif, là, pour conclure, c'est ce que j'évoquais, qui est une bonne coordination, en national d'abord, entre les services de renseignement et à l'international. Et revenons au bassin méditerranéen. J'étais, il y a 10 jours maintenant, au Caire pour rencontrer mon homologue égyptien, parce qu'on travaille ensemble, voilà, dans la Méditerranée, et pas uniquement là dans le bassin occidental, en diagonale dans la Méditerranée. Tout ça est très positif. Christian Chesneau. Ouais. Ça c'est très vrai parce que je me souviens bien au début en 2003, après la chute du régime, on avait été voir avec Georges un peu entre guillemets ils n'étaient pas encore résistants mais ils commençaient leurs opérations, l'histoire des mines, ils mettaient des fils qui pouvaient faire 500 mètres, 1 km et ils tiraient quasiment à la main. Et c'est vrai que maintenant on en est au système à infrarouge avec plusieurs détonations, des choses qui sont d'une complexité très grande. Donc c'est vrai qu'il y a eu entre guillemets une professionnalisation qui s'est fait en 2 ans et qui pose beaucoup de problèmes à l'armée américaine parce qu'ils n'arrivent pas à les détecter et ça devient de plus en plus sophistiqué. Donc ça c'est vrai que c'est très vrai. Est-ce que c'est pas, alors je poserai la question à Jean-Paul Chesneau, mais à vous tous, est-ce qu'il n'y a pas aussi une conséquence extraordinaire de cette mondialisation? Parce que la mondialisation, elle ne s'est pas passée qu'en économie, elle s'est passée aussi dans tous les trafics. Vous parlez des trafics généraux, mais les trafics, c'est fausse monnaie, trafic d'êtres humains, trafic prostitution, trafic drogue, etc., etc. Et on a l'impression véritablement, il y a eu un remarquable article, je crois que dans Newsweek, une 15aine de pages là-dessus, on a l'impression que justement les vases sont très communicants
avec les systèmes terroristes, mafieux, mais mondialisés aujourd'hui, complètement et déjà activement mondialisés. Jean-Paul Chagnollaud, est-ce que ça ne met pas dans une autre perspective tout cela, nos concepts habituels sur le Moyen-Orient, les invariants du Moyen-Orient, les permanences du Moyen-Orient, elles sont toujours là bien sûr, mais est-ce que ça ne demande pas aussi une réflexion de notre part, peut-être plus aiguë que celle qu'on avait jusqu'ici? Je crois que oui, bien sûr, tout ce qui vient d'être dit, ça implique de notre part une sorte d'imagination créatrice pour essayer de penser autrement les nouvelles menaces liées aux nouvelles technologies, ça c'est clair. En même temps, il ne faudrait pas que cette réflexion qui est incontournable et indispensable nous cache un certain nombre d'autres domaines. Je vais prendre un exemple moi, qui m'a beaucoup frappé et un peu choqué. Il y a eu, il y a quelques jours, le 10e anniversaire de la déclaration de Barcelone, du processus euro-méditerranéen. Bon. Ce processus euro-méditerranéen, à mon sens, et celui de beaucoup d'observateurs, c'est tout de même globalement, disons, pas une réussite pour être beaucoup nuancé, ou un échec. Enfin, on ne va pas ouvrir le débat maintenant. Vous voulez dire que c'est une chose positive? Oui, enfin bon. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont sorti? Qu'est-ce qu'ils ont sorti en termes de déclaration? Aucune déclaration commune. Un plan d'action que la Commission a préparé quelques mois plus tôt, et puis un texte sur le terrorisme. C'est-à-dire qu'on a réduit la pensée européenne à cette question. Et comme si tout d'un coup l'Europe ne pensait plus. Et j'ai le sentiment que ça occulte les problèmes. J'ai vu récemment des responsables de la Commission européenne, j'ai été frappé de voir à quel point ça les omnibulait. Et quand on a parlé du conflit israélo-palestinien, par exemple, j'ai senti une déliquescence dans la réflexion et plus encore dans l'action conduite. Autrement dit, autant je crois qu'il faut faire cet effort, évidemment, mais ça c'est aux professionnels de le faire, autant je pense que ça ne doit pas empêcher, bien au contraire, les politiques de penser politique. Et par rapport au Proche-Orient, ne pas nous laisser embarquer comme nous le faisons aujourd'hui par les Américains, car si vous réfléchissez à cette situation tout de même, les Américains ont voulu faire la guerre en Irak, alors qu'il leur était infiniment plus fécond, à tous égards, de faire la paix en Palestine. Si vous vous rappelez de la chronologie, en septembre, octobre, novembre 2000, il y a quelque chose qui se passe très difficilement, bien entendu, avec beaucoup d'arrière-pensée, enfin, tout ce qu'on voudra. Mais il y a quelque chose qui se passe entre juillet 2000 et puis janvier 2001. Négociations qui ont commencé à Camp David et qui ont continué à Tabar, avec Clinton. Et puis tout a basculé à un moment donné, l'arrivée de Sharon et puis l'arrivée de Bush, c'est concomitant. Et du coup, tout ce qui avait été tenté et qui a finalement abouti malgré tout, mais autrement, par les accords de Genève en décembre 2003, a été oublié. On a fait une régression terrible. Et je me dis que le 11 septembre, évidemment, est arrivé là-dessus, mais si les Américains avaient évidemment attaqué l'Afghanistan, parce que c'est là qu'il y avait les foyers d'ancrage des cellules Al-Qaïda, cette guerre en Irak porte une responsabilité importante dans la déstabilisation. Ce dont on vient de parler à l'instant, c'est bien cela aussi. Ils ont voulu à la fois éradiquer le terrorisme, ils ont fait l'inverse. Et ils ont voulu bombarder la démocratie, si j'ose dire, c'est-à-dire l'installer de force, et on voit l'extrême difficulté de sortie de crise aujourd'hui. Je pense que, là encore, si on avait mis tous ces efforts politiques, et si les Européens avaient eu cette capacité, qu'ils n'ont malheureusement pas, et je crains fort qu'ils ne les aient pas, encore moins aujourd'hui qu'hier, d'accompagner les Israéliens et les Palestiniens vers une solution politique du conflit, je pense que ça serait très important. Je pense qu'aujourd'hui, en 2006, il y a des conditions fragiles, très fragiles, d'ouverture. Tout va dépendre des résultats des élections palestiniennes, si elles ont lieu, et israéliennes au mois de mars. Mais il me semble qu'il y a là, notamment en raison de la clarification qui s'est opérée, c'est très important en Israël, vraiment très important. Le Likoud a été, enfin en tout cas, c'est les sondages qui le montrent aujourd'hui, marginalisé, on peut espérer qu'il va le rester jusqu'au mois de mars. Donc on a une clarification en Israël comme on n'en a pas eu depuis très longtemps, avec un parti travailliste qui réexiste, comme ça a été évoqué ce matin, avec Amir Peretz. Et puis chez les Palestiniens, il se passe aussi des choses. Si les Européens et les Américains accompagnaient ce mouvement sur la base de la feuille de route, par exemple, je pense qu'on aurait quand même un Proche-Orient différent. Et je crois qu'il faut essayer de penser, de même qu'on disait il faut penser les menaces et les réponses aux menaces, essayons d'imaginer ce que serait, pas simplement le Moyen-Orient, mais peut-être le monde, si cette question israélo-palestinienne était réglée. C'est fondamental. Moi, je compare ça, même si ce n'est pas comparable, j'en suis bien conscient. Il y a une époque en Europe où on ne pensait que par rapport à l'affrontement franco-allemand.
Et on a basculé et dans la démocratie et dans la paix, pas dans la puissance. Bon, c'est un autre débat. Mais je pense que, voilà, imaginons Israéliens et Palestiniens de manière emblématique faire la paix dans des conditions équilibrées. Je pense que ça changerait beaucoup de choses. Évidemment, ça ne réglera pas les problèmes dont nous parlons, mais ça accompagnerait beaucoup ce mouvement. Et je crois que c'est à cela qu'il faudrait que les politiques Et puis espérons que ça ne prendra pas 2 siècles. Comme non, moi je pense que dans les mois qui viennent, il y a des ouvertures possibles. Dans les mois qui viennent, il y a une fenêtre d'opportunité, comme on dit, il faudrait qu'elle soit saisie. Je voudrais peut-être ouvrir aussi au public, donc si on peut... S'il y a des interventions, des questions, oui, mademoiselle, là juste devant. Mademoiselle, posez votre question, votre intervention, allez-y. Nous sommes dans l'actualité. Oui, messieurs, tout d'abord bonjour. Mademoiselle Taïeb, étudiante en 3e cycle de droit et pratique des relations euroméditerranéennes. Ma question s'adresse peut-être plus particulièrement à vous, monsieur Chaniolo. J'aurais aimé savoir si vous ne pensez pas que le fait de pouvoir faire accéder à une conception dogmatique et religieuse à la politique et à un système juridique d'un État ne risque pas de tendre à légitimer un risque potentiel d'extrémisme, voire les risques éventuels que ça pourrait entraîner sur le plan national, voire international. Vous faites allusion à quoi? Aux islamistes? Je prends le cas islamiste parce qu'il nous concerne plus particulièrement, mais envisager toute forme, toute religion. Le fait d'intégrer une conception dogmatique et religieuse à un système politique et juridique ne risque pas de tendre à légitimer finalement une certaine forme d'extrémisme. Merci mademoiselle. Qui doit répondre, monsieur Chaniolo? Écoutez, je crois qu'il y a 2 réponses. Je pense qu'il faut sortir de l'autoritarisme. Et à partir du moment où on dit qu'il faut démocratiser, il faut aller jusqu'au bout et se battre politiquement. Je crois que interdire un parti politique parce qu'il a des références religieuses, c'est pas ça qui va faire avancer les choses, dès lors qu'il y a un segment de la population qui s'y reconnaît. Moi, je crois qu'il faut ouvrir l'espace politique et avoir un débat politique là-dessus. C'est pourquoi ce qui s'est passé en Algérie, c'est pas le Proche-Orient, mais c'est dramatique. Il y a eu une victoire islamiste soutenue par beaucoup, par l'armée, par les libéraux algériens, par une partie de la gauche française, et ça a mis l'Algérie dans un chaos terrible. Alors je ne sais pas du tout ce qui serait arrivé si les islamistes étaient au pouvoir, mais on peut imaginer qu'ils seraient délégitimés par leur action, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui s'est passé a été dramatique. Et donc je crois qu'il faut dépasser ces autoritarismes et prendre ce risque. C'est un vrai risque, j'en suis parfaitement conscient, mais je crois qu'il est un peu incontournable. Merci. Autre question? Antoine Sfer. Moi, je voudrais, avant de poser la question, l'amener, si vous permettez, parce qu'on a parlé beaucoup par exemple, de non-dialogue entre les pays du Sud. On a parlé beaucoup aussi d'islamisme et essayer d'amener précisément le pourquoi du succès des islamistes. On parle de misère. À mon avis, Ben Laden n'était pas miséreux, Zawahiri non plus. On parle de hiatus socio-économique sans aucun doute, mais cela n'a pas suffi à faire exploser non plus cet islamisme. Tout d'abord, précisons quand même qu'islamisme est un terme spécifiquement et exclusivement français. Outre-Manche et outre-Atlantique, on parle de fondamentalisme, on parle d'intégrisme, on ne parle pas d'islamisme. Je crois que, tout d'abord, le véritable problème, c'est que ce Proche-Orient, depuis 1957, vit dans des dictatures. Alors, arrêtons de dire, comme certains diplomates, je parle sous le contrôle de l'ambassadeur Gouillette, bien entendu, mais que c'était une rupture de représentativité. Ça s'appelle dictature en français. Et donc, les dictatures se sont installées dans tous les pays arabes, sans exception. Plus aucun peuple ne se sentait représenté par son gouvernement. Et donc, il était normal que le seul endroit où on avait encore cette possibilité de s'exprimer, même par des chemins détournés, c'était la mosquée. Et donc il était aussi normal que les islamistes s'emparent, entre guillemets, de l'organisation, de la gestion des mosquées. Et donc il était normal aussi que l'islamisme connaisse une expansion telle qu'on l'a vu depuis d'ailleurs, qu'on le veuille ou non, le milieu des années 60. Ça n'est pas quelque chose de nouveau. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je crois que ce qui est important, c'est que depuis la fin de la première guerre du Golfe, dont nous payons encore les conséquences, il y a eu non plus non-dialogue, mais rupture totale, éclatement du monde arabe.
Et chacun a joué solo. Au moment où, dans le reste du monde, on construisait de grands blocs, là, on revenait sur soi de plus en plus. Et on le voit d'ailleurs même aujourd'hui. Ce renfermement libano-libanais, ce renfermement égyptien, l'absence, la disparition de la diplomatie égyptienne sur le plan arabe, j'entends, est quelque chose d'hallucinant. Depuis les années 50, c'est la première fois qu'on le voit. Bon, Jean-Paul Chagnolot a été gentil pour expliquer ce qui se passe dans les dynasties, mais il faut quand même reconnaître aux Arabes ce degré de créativité d'avoir inventé la dynastie républicaine quand même, après tout. Il faut aussi le souligner. Mais je crois que ce qui est important... Mais ce qui est important, c'est que à partir de la rupture interne, dictatoriale, de la rupture entre les pays du Sud, aujourd'hui, on assiste plutôt à un mouvement de régression. Alors, ce qui a été dit est très vrai. On attend des autres une aide économique avant qu'elle ne soit politique, mais on attend des autres à condition qu'elle n'aille pas aux voisins. C'est ça aussi ce qui est important. Donc, on est, je crois, alors ma question... Quelle rupture peut-on attendre aujourd'hui pour que le mouvement soit renversé? Quand on parle des frères musulmans qui sont installés en Égypte depuis 1928, ils n'ont jamais eu, ou du moins, chaque fois qu'ils ont eu un peu de succès électoraux, ça a été à chaque fois parce que précisément, il y avait une société qui n'arrivait pas, société civile, le mouvement Kefaya par exemple, qui n'arrivait pas à capter l'intérêt. Donc, j'allais dire, les suffrages électoraux allaient beaucoup plus vers un refuge plutôt que vers une sorte de remise en question de la société. Alors, moi, ma question, qui s'adresse un peu à vous trois, à la fois sur le plan du militaire et du renseignement, sur le plan personnel et sociologique, et sur le plan géostratégique, que peut-on attendre sur le plan sociétal comme rupture pour inverser le mouvement? Merci Antoine. Je crois que qui veut répondre en premier à cette vaste question? Oui, c'est une vaste question, programme, mais c'est vrai que si on revient par exemple au processus de Barcelone, qui était quand même basé sur un processus étatique, au moment où justement les États étaient de moins en moins légitimes, où effectivement il y avait un fossé qui se creusait entre les populations et les dirigeants, et c'est pour ça que c'est aussi là une des causes de l'échec, c'est-à-dire d'État à État, sauf qu'en dessous, disons que le développement venait d'en haut, ou la démocratie d'en haut, mais effectivement dans les populations il y avait un divorce. Simplement pour rebondir, c'est vrai qu'il y a le cas de la Jordanie qui est assez intéressant, parce que effectivement là les frères musulmans ont été associés depuis le début à la construction de l'État, ils sont complètement intégrés, et c'est là où ça se passe le moins mal possible. Donc il y a quand même des exemples où on peut trouver des manières de gérer ça, mais dans d'autres, effectivement, ça a été souvent la répression qui n'a fait qu'encourager la contestation. Mais le seul avenir, c'est effectivement la construction des sociétés civiles, c'est-à-dire au niveau des médias, des associations, des partis politiques, des syndicats. C'est là où on peut trouver des sources d'espoir. Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a une contestation, une remise en cause, et ça se voit d'ailleurs par Al Jazeera. On voit bien qu'Al Jazeera est aussi la contestation de cette parole officielle des gouvernements officiels, et que là, on est à une crise effectivement où pour les structures étatiques, c'est de plus en plus difficile de se maintenir, de se justifier, et qu'ils sont un peu dans une fuite en avant. Alors effectivement, institutionnelle en disant c'est mon fils qui prendra la suite, ou carrément répressive en disant maintenant c'est le tout sécuritaire. Général. Ou non, Jean-Paul Chagnolot. Oui, non, juste un mot, c'est parce qu'on est tous ici des voyageurs, enfin même on va très souvent dans ces pays et on en sent les pulsations à tel ou tel moment. Il est bien évident qu'en dernière instance, c'est au peuple même de se prendre en charge. Et si je prends un exemple que Antoine Sfer connaît beaucoup mieux que moi, mais je connais bien un peu ce pays pour y aller souvent, c'est le Liban. Il y a eu un mouvement depuis le 14 mars qui est formidable, et on avait le sentiment que les choses allaient changer. Et j'espère vraiment avoir tort, mais depuis le début, je suis très sceptique. Je suis très sceptique parce qu'il y a des clivages communautaires si forts, il y a des clientélismes si prégnants, si pesants,
que les choses, sans parler évidemment, il faut en parler, des liens avec l'extérieur, et je pense au Hezbollah, j'ai le sentiment que les Libanais vont être incapables, malgré la ferveur de la jeunesse libanaise aujourd'hui, depuis le 14 mars, de s'assumer véritablement dans une démocratie renouvelée, ce qui passerait notamment par un changement radical de la législation électorale, qui n'est pas une mince affaire au Liban, parce que ça touche au cœur des choses, qui est la communautarisation de tout. Et donc voilà, et alors ça c'est l'interne, ça me paraît le premier, et en second, c'est les Européens dont on parlait. Il y avait quelque chose qui était dans les accords d'association, qui est dans les accords d'association, qui est la conditionnalité. Et dans la politique européenne de voisinage, on va retrouver cette conditionnalité, c'est-à-dire on vous donne ça, mais faites ça, dans une certaine mesure. Or, la conditionnalité depuis 1995 a été une triste plaisanterie, parce qu'on ne s'en est jamais servi. Non seulement on ne s'en est jamais servi, par rapport à tel ou tel pays, mais en plus, on a vraiment légitimé des pouvoirs dont on savait qu'ils étaient les plus autoritaires de tous. Je prends un exemple au hasard, en sortant du Proche-Orient, mais on pourrait rester au Proche-Orient, c'est la Tunisie, où on a eu cette espèce de mascarade vraiment terrible, de voir que les Nations Unies, là c'est pas l'Europe, c'est pas la France, mais les Nations Unies organisent un sommet de l'information dans une capitale qui est sans doute la capitale arabe, ou une des capitales arabes, où la liberté de la presse est la plus inexistante et où la répression se fait de manière multiple, notamment par la désocialisation de tout opposant en coupant les liens sociaux de manière terrible. J'ai vu des cas concrets terribles. Bon, alors dans ces conditions, l'extérieur ne fait rien. Non seulement il ne fait rien, mais il accompagne le pouvoir et le légitime. Donc, oui, alors moi je vais poser la question, et notamment en général. Est-ce que tout ça ne vient pas, enfin tout, rien ne vient d'une seule source, mais quand même je crois qu'on a totalement négligé, vous savez, on parle de Euro-Méditerranée, etc. Mais les Méditerranéens ont vu ce qui s'est passé en Bosnie et au Kosovo, qu'il a fallu attendre au cœur de l'Europe que les Américains s'occupent de cela pour qu'on arrive à la solution. Oui. Cette chose a été vue par le monde entier et n'a pas du tout été oubliée. En plein cœur de l'Europe, nous n'avons pas été capables, nous, Européens, de régler ce problème nous-mêmes et qu'il a fallu que les Américains interviennent aussi bien en Bosnie qu'au Kosovo. Il y a vraiment un déficit là, et est-ce que vous ne croyez pas que l'une des premières mesures est d'enfin, alors comment, c'est très difficile à faire, enfin de constituer l'Europe en tant que véritable puissance. Vieille utopie, mais ô combien importante, mais puissance créatrice, puissance positive et pas négative. Parce que si on attend les Américains pour Dayton et le Kosovo, comment voulez-vous que les gens du Moyen-Orient ou de la Méditerranée vous disent « Ah oui, les Européens ». Problème général. Non, c'est très juste ce que vous venez de souligner. Ça m'amuse un peu parce que l'exemple que vous avez cité, c'est celui que je prenais systématiquement quand j'avais ma précédente casquette, j'avais l'occasion de faire des présentations ex cathedra et très optimistes sur la construction européenne dans le domaine de la sécurité, c'est-à-dire la politique européenne de sécurité et de défense. Et c'est l'exemple que je prenais, c'est l'exemple des Balkans. C'est que dans les Balkans, chez nous en Europe, à notre porte, à peut-être un peu plus d'une longueur de distance, enfin, du Tour de France, comme disait le général de Gaulle, il s'est passé des choses épouvantables. Et nous, Européens, nous n'avons pas été capables de réagir, et il a fallu que ce soit les Américains qui interviennent. L'aspect positif, c'est que ça a été, quand même, il faut le rappeler, le déclencheur de la politique européenne de sécurité et de défense. C'est sur ce constat de carence que les Britanniques et les Français, à Saint-Malo, en 98, souvenez-vous-en, se sont dit qu'il faudrait quand même faire quelque chose. Alors, de part et d'autre du Channel, les agendas étaient un petit peu différents, même si on ne se le disait pas. Les Britanniques, je ne vais pas faire de géopolitique, mais les Britanniques souhaitaient conforter, consolider ce qu'on appelait le pilier européen au sein de l'OTAN, et les Français, par réaction là aussi anti-américaine, voulaient construire quelque chose d'autre, quelque chose de neuf. C'est devenu la politique européenne de sécurité et de défense, dont je disais tout à l'heure quand même qu'il faut pas oublier qu'elle est là, qu'elle existe, elle est jeune, hein, elle s'est créée à partir de 1999, ces fonds baptismaux ont été jetés, établis en 2000 à Helsinki, et ainsi de suite. C'est un processus tout récent, et malgré le gel
de la construction politique européenne et ce coup magistral que la France a apporté à cette construction au travers du non au référendum, la politique européenne de sécurité et de défense, elle continue à se construire pas à pas, nonobstant ce résultat négatif de la consultation des Français sur la Constitution. Ça, c'est l'aspect positif. Il y a une phrase tout à l'heure qui a été prononcée par M. Elie Barnavi et qui m'a beaucoup frappé parce que je l'ai déjà beaucoup entendue dans ce bassin méditerranéen lorsque j'ai eu l'occasion de me déplacer, soit dans mes anciennes fonctions, soit dans mes fonctions d'aujourd'hui. En face de moi, mes interlocuteurs, quels qu'ils soient, m'ont toujours dit « Nous avons besoin d'une Europe forte ». Ça, c'est tout à fait manifeste. Et j'ai donc été très frappé quand M. Barnavi a prononcé cette phrase tout à l'heure. Alors, dans mon domaine, dans le domaine qui me concerne plus précisément, dans ce domaine de la sécurité et de la défense, eh bien, l'Europe est en train de se conforter. Cette politique européenne de sécurité et de défense, elle existe. Elle n'est pas encore suffisamment efficace. Il y a à côté ce mastodonte, si vous voulez, surtout encore malheureusement de bureaucratie, mais qui a quand même une certaine efficacité, il faut le reconnaître, qui est l'OTAN, et comme je le disais tout à l'heure, dans le bassin méditerranéen, qui a eu tendance à faire plus que de l'ombre à l'Europe et à la politique européenne de sécurité et de défense. Mais elle est jeune, cette politique européenne de sécurité et de défense. Et les choses sont en train de se construire, et là, moi, je suis positif. C'est aussi une réponse à la question qu'a posée Antoine Sfer. Mais ce ne sera pas une rupture. Ce ne sera pas une rupture. Ce sera un processus progressif qui prendra sans doute encore un peu de temps, mais qui est là. Et ça, c'est un bon signal envers nos partenaires du Sud, de l'autre côté de la Méditerranée. Au début, ils avaient un peu peur de cette politique européenne de sécurité et de défense. Ils se disaient, mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous construire là ? Parce que les menaces, c'est quoi? Les menaces, c'est celles que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais c'est contre nous que vous êtes en train de construire ce machin. Et là, au travers du dialogue, je reprends ce que je disais, on a réussi à leur expliquer et à les convaincre que ce n'était pas dirigé contre eux, mais que ça pouvait être un outil particulièrement utile pour les aider. Je crois qu'aujourd'hui, ou tout au moins en ce qui concerne les militaires, ils en sont convaincus. Alors maintenant, il faut construire ensemble. Mais il n'y aura pas de rupture, tout au moins pas dans ce domaine-là. Ça va être progressif. Qu'il y ait des ruptures au sens sociétal, social du terme, sans doute il en faudra, mais dans le domaine de la sécurité et de la défense, plus encore dans le domaine du renseignement, où les choses se font de façon feutrée et de façon plus longue, oui, il n'y aura pas de rupture. Merci, Général. Maurice Ruben-Ayoun, il y a une question là et puis une question là. Allez-y, le micro, je vais demander la parole. Je n'ai pas à proprement parlé de questions, mais je voudrais faire quelques remarques de petits philosophes devant les grandes phalènes du renseignement et de la géostratégie. Je voudrais d'abord dire que je suis d'accord avec la question qui me paraît être la question de fond de M. Antoine Sfer, que je vais résumer à ma manière ou reformuler. Je crois que le monde arabe ou le monde arabo-musulman, si cette formule veut dire quelque chose, tant la diversité est grande, souffre de maux, MAUX, pour lesquels nous, occidentaux, et je ne suis pas contre, sommes appelés en quelque sorte à la rescousse. Mais c'est un peu comme un médecin que le souffrant, le malade demande, mais est-ce que le médicament est cachère? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il est halal ou est-ce qu'il va pour nous? Bon, mais je voudrais quand même dire aussi quelque chose, c'est une série de remarques. J'ai un peu sursauté lorsque notre éminent collègue, M. Chagnou, a comparé, j'étais dans une douce torpeur, mais il m'a secoué, il a comparé le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien à l'ancien antagonisme franco-allemand. Alors moi qui suis germaniste, j'ai un peu... Parce que les Français et les Allemands se sont fait la guerre, comme par exemple les Français et les Autrichiens, je ne vous l'apprends pas, mais ils ont la même religion. Il y a ici en France quelque chose dont on a pris conscience que depuis quelques années, je n'ai même pas dit quelques décennies, c'est que le fait religieux, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu expulser, que le monde a changé et que nos conceptions, par exemple, de la laïcité, elles, sont restées figées. Hier, son éminence me faisait remarquer, je lui disais, la Tribune de Genève a publié hier un de mes articles
article sur la loi de 1905. Et son éminence m'a dit, mais vous savez, en France, on s'occupe de ce centenaire parce qu'à cause de l'islam. Et c'est dommage qu'il ne l'ait pas dit avant parce que je l'aurais glissé dans mon article. Mais il a parfaitement raison. Alors lorsque vous dites, oui, vous voyez, l'amitié franco-allemande, mais pardonnez-moi avec tout le respect, c'est un gentil contresens. C'est une guerre, malheureusement, et je l'avais écrit dans un article du Figaro en 2002, c'est le chef de la rubrique débat qui a émis le titre, une guerre aux racines religieuses. On se bat depuis des années, des décennies, pour quelques arpents de terre dont personne ne voulait, mais qui sont chargés de symboles. Et de quels symboles s'agit-il? De symboles éminemment et intrinsèquement religieux. Je ne veux pas abuser de votre attention, je termine. Je ferai quelques déclarations sur la notion de martyr, qui est une notion qui échappe apparemment, soit que nos généraux, nos journalistes, nos géostratèges n'aient pas une formation de philosophe ou de critique des traditions religieuses. Chez les juifs et chez les chrétiens, on a réglé depuis des centaines d'années le recours au martyr. Je ne parlerai pas de la tradition chrétienne parce que son éminence est là, puis ce serait quand même un peu cavalier, mais je vous parlerai rapidement de la tradition juive. Dans le Rapidement, s'il vous plaît. J'en ai pour 30 secondes. Dans le Talmud, dans le traité de Kiddushin, on règle l'usage, le recours au martyr. On dit, tu dois trépasser, c'est-à-dire passer de vie à trépas dans 3 cas. Si on t'oblige à tuer quelqu'un qui est innocent, si on t'oblige à te vautrer dans la luxure, et si on t'oblige à faire de l'idolâtrie. Sinon, ton devoir absolu est de préserver ta vie. Et on aimerait qu'il y ait des autorités musulmanes, centrales ou dispersées, qui puissent régler le recours au martyr dans la tradition islamique. Ça n'est pas la mer à boire. Ouais. Non, mais je le sais, mais Antoine, vous savez très bien la différence entre la lettre morte Bien. et l'esprit qui Maurice vit. Benayoun, merci. Je voudrais parler à mademoiselle. Je voudrais revenir à l'intégration des partis qui s'inspirent de l'islam ou qui se disent islamiques dans la vie politique institutionnelle, mais aussi dans la vie des sociétés arabo-musulmanes. Et je prends le cas de l'Algérie. Il me semble que le mérite, si on peut parler ainsi, ou l'avantage de l'intégration de ces partis-là dans la vie institutionnelle les amène eux-mêmes à respecter, ou par la contrainte ou par leur intégration, donc à respecter la légalité institutionnelle et à se conformer aux règles politiques établies et institutionnelles. Ça leur enlève également, et ça leur coupe l'herbe sous les pieds, de dire nous sommes des victimes, de se poser en victime. Ça leur permet aussi, et ça permet à la société de mesurer leur véritable représentativité et représentation dans la société. C'est ce que nous voyons de plus en plus en Algérie. Avantage à la démocratie, quoi, toujours. Avantage de la démocratie. Les Algériens eux-mêmes voient ce que ces partis islamiques représentent réellement, une fois intégrés dans le jeu politique, et en même temps les limites qui leur sont posées. Ils sont obligés de respecter cette légalité et de respecter ces règles, et en même temps ces 10%, ces 15%, ces 20%, et ce n'est pas les 90% qu'on nous avait laissé croire et entendre à un moment donné. Merci madame. Elie Barnavi et puis Jean-Paul Chagnolot. Du coup, je ne sais plus très bien par où commencer. Je vais vous livrer en vrac quelques réflexions qu'un panel très riche et puis les interventions de la salle ont suscité chez moi. Je pense que la question soulevée par Antoine Sfer est essentielle. Enfin, lui, il fait remonter ce qui se passe dans le monde arabo-musulman aux dictatures, mais les dictatures sont une conséquence plutôt qu'une cause. Et voilà un beau défi pour les rencontres culturelles méditerranéennes. Il faudrait un jour mettre à plat l'islam comme civilisation et voir ce qui s'est passé. Et je pense que ça peut être une session tout à fait passionnante. Parce qu'il faut parler de cela. Ça me semble très intéressant. Pour dire les choses un peu plus terre à terre, juste un mot à M. Ayoun qui semble croire que
que les textes disent la manière dont les hommes se comportent. En fait, les textes ne disent rien. Vous savez très bien que on trouve tout dans les textes sacrés et que s'il y avait une exégèse politique juive aujourd'hui pour dire que le martyr est utile, ben on se servirait de l'une de ces 3 conditions du Talmud pour pousser au martyr. Et d'ailleurs, ça s'est fait. Avant le désengagement, il y a eu des voix juives autorisées, des rabbins, qui ont dit que pour empêcher le désengagement, il fallait être prêt au sacrifice de soi. Et donc, il ne manque pas grand-chose pour avoir ce type de phénomène ailleurs. Et je ne pense pas qu'il faille chercher dans les textes musulmans les raisons de l'islamisme militant. On y trouve tout et on y prend ce qui vient et ce qui convient. Je pense que la manière dont les fidèles interprètent pratiquement leur foi est davantage une conséquence des conditions politiques, sociopolitiques et culturelles du moment. Et c'est pour cela que je dis chaque fois, comme dit l'islam, je demande toujours quel islam, exactement pour le judaïsme ou pour le christianisme. Est-ce le christianisme des guerres de religion ou celui de Vatican II? Ce sont les mêmes textes, ce sont des christianismes différents. Alors, juste pour descendre un peu à un niveau plus terre à terre, dirais-je. Le général Masson nous disait en fait que la vieille dialectique que les militaires connaissent bien, de la cuirasse et du projectile, ne fonctionnait pas avec le terrorisme. Et cela est vrai, puisqu'on parle par commodité de langage d'une guerre contre le terrorisme. En fait, ce n'est pas une guerre au sens classique, évidemment. C'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus sournois, c'est tout aussi grave, mais cela ne s'aborde pas, évidemment, par pour dire clair, le terrorisme n'est pas un problème militaire, ou n'est pas qu'un problème militaire. Il n'y a aucun problème militaire à vaincre le terrorisme. Il y a des problèmes culturels. Et c'est pour cela que je pense que la question de la légitimité du terrorisme est très importante. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut attaquer le problème. Et ce qui s'est passé en Jordanie il y a quelques semaines avec cet attentat atroce dans un hôtel d'Amman, je pense que cela peut constituer un tournant. Et, il y a eu une espèce de réaction révulsée de la société jordanienne et au-delà des sociétés proche-orientales. Et je pense que les sociétés arabo-musulmanes pour toute la Méditerranée commencent à comprendre que le terrorisme frappe partout. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question d'Occident. Il frappe à Casablanca, il frappe à Djerba, il frappe à Jordanie. Ça devient une plaie qui est une espèce de métastase qui est diffuse dans l'ensemble du monde civilisé. Et s'il y a clash de civilisation, et il faut insister là-dessus, il y a choc de civilisation, il coupe les sociétés à l'intérieur, n'est-ce pas? Et ce n'est pas un clash entre Occident et pays musulmans, ce sont des lignes de clash force à l'intérieur des sociétés. Alors, j'en viens à la question au général Masson. Je pense que la collaboration qui boite évidemment au niveau global, c'est une question que je vous pose. Ne pensez-vous pas qu'elle fonctionne assez bien entre des acteurs, par exemple au niveau des services secrets, par exemple, ça se passe plutôt bien. C'est vrai que là où le bas blesse, c'est entre les blocs. Mais si vous sectionnez ces blocs, cela se passe plutôt bien. Et d'ailleurs, il y a des résultats. Et je pense que vous avez raison. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue à l'intérieur du Sud. Ça, c'est un vaste problème auquel on n'a pas encore de véritable réponse. Dernier commentaire. Jean-Paul Chagnolot nous invite à ne pas soutenir des régimes dictatoriaux. Pratiquement, comment fait-on cela? Comment parle-t-on avec les sociétés civiles en passant par-dessus la tête des dirigeants, sans s'immiscer dans les affaires intérieures des États? C'est un très gros problème. Les Américains semblent imaginer qu'il suffit d'apporter des urnes et que les élections règlent tout. Évidemment, les élections ne sont qu'un élément d'un dispositif démocratique qui est beaucoup plus vaste. Je n'ai pas de réponse à cela. Et enfin, on n'a pas parlé de l'Iran. C'est quand même un énorme problème et j'aimerais bien que quelqu'un dans le panel pose la question. On en parlera, Elie Bernavi. On a déjà parlé de l'Iran hier, mais on en reparlera aujourd'hui. Mais je voudrais peut-être donner tout de suite la parole à... Merci en tout cas.
et donner la parole à Jean-Paul Chagnolot, qui a été interpellé à 2 reprises et qui est lui aussi sorti de sa torpeur, c'est ça? Oui, dans laquelle je n'étais pas. Mais enfin, je veux dire, d'abord, sur ce qu'a dit Madame là, sur l'Algérie, je trouve que c'est important que ça ait été dit par quelqu'un qui est algérienne et puis qui est une femme. Je veux dire, c'est tout de même une dimension très importante. Mais je voudrais revenir sur l'affrontement franco-allemand. Je n'ai pas du tout voulu comparer, mais tout de même je vais revenir à la comparaison. Je voulais simplement montrer un ensemble de choses. C'est-à-dire que ce qu'était l'Europe dans les années 20, 25, 30, et cette espèce de contrainte conflictuelle et cette espèce de course à l'abîme que l'Europe a vécue, et le Proche-Orient, et ensuite ce qu'est devenu l'Europe dans les années d'après la Seconde Guerre mondiale. Et moi je compare ça par rapport à ça, c'est-à-dire que j'imagine, et il faut faire un gros effort d'imagination, ce que pourrait être le Proche-Orient s'il y avait un État palestinien à côté d'un État israélien, avec des collaborations entre Palestiniens et Israéliens, comme on l'a rêvé dans les années 94-95. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça changerait beaucoup de choses, dans les mentalités, dans les modalités d'action, beaucoup de choses, vraiment. Et ça, on n'en fait pas assez l'effort, parce que justement, ça paraît si loin. Et moi, je dis que peut-être qu'il y a une fenêtre d'opportunité dans les temps qui viennent. Maintenant, les religions. Monsieur m'a dit, vous faites un gentil contresens en disant que, en gommant la dimension religieuse. Je ne vais pas faire de commentaire sur le gentil contresens, mais la question israélo-palestinienne n'est pas une question religieuse. L'appréhender comme ça, alors pardonnez-moi, c'est un vrai contresens. Le mouvement sioniste n'est pas un mouvement religieux, le mouvement sioniste est un mouvement national. Un mouvement national. Et si on continue la logique, c'est un mouvement national de libération. Et on a une cristallisation de 2 nationalismes, le nationalisme sionisme israélien et le nationalisme palestinien, c'est bien ça. Alors qu'il y ait des interférences religieuses et une focalisation sur Jérusalem, bien sûr, mais fondamentalement c'est un conflit national. Et c'est pourquoi je pense que, en plus, il y a sûrement des racines communes et mélangées entre ces 2 peuples, et je pense que si on prend le problème autrement que cela, on va à la catastrophe. Et les grands débats qui font la différence aujourd'hui, enfin qui font que les Palestiniens et Israéliens n'arrivent pas à s'entendre, c'est quoi? C'est la question des réfugiés politiques, c'est la question de la frontière d'un État, c'est la création d'un État, et enfin c'est la capitale d'un État. C'est ça, c'est des questions territoriales et étatiques qui sont en question. Là-dedans, la religion, elle apparaît quand on parle de Jérusalem, c'est vrai, où là, il y a une très grande difficulté que l'accord de Genève a réussi à aborder. Je ne dis pas régler, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas aborder. Donc, en aucun cas, ce n'est réductible à un conflit religieux. Oui, Jean-Paul Chagnolot, je voudrais peut-être, moi, alors, pour une fois intervenir, apporter une légère réserve, ou pas une légère, à ce que vous dites. Quand vous dites que ce n'est pas du tout un conflit religieux, on ne peut pas dire cela, parce que pour un certain nombre, pour une minorité de gens, et c'est important, si vous voulez, la spécificité non musulmane d'Israël, ou la spécificité, joue un rôle très important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, encore une fois, très légitimement pour eux, disent que sur cette terre-là ne doit pas avoir un État hétérogène. Quand monsieur le président iranien, non mais c'est intéressant, dit il faut effacer Israël de la carte, il dit pas du tout il faut un génocide, c'est pas Hitler, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il dit qu'est-ce qu'un État non arabe et non musulman fait là. Oui, et lui, de ce point de vue-là, il se pose la question très légitimement. Qu'il y ait des interférences externes et internes, bien sûr, qu'il y ait du côté israélien comme du côté palestinien, des 2 côtés, absolument. Bien sûr, des références intégristes religieuses, c'est clair, quand on parle d'Hébron, quand on parle de tel ou tel espace où notamment sont ancrées certaines colonies, bien sûr, qu'il y ait ces dimensions-là, ça c'est clair, mais quand on est à Camp David, ou quand j'espère on sera dans un Camp David 3 ou un Tabat 2 dans les mois qui viennent, on va parler politique, on va dire où sont les frontières de l'État, quelle sera sa capitale, et qu'est-ce qu'on fait des réfugiés, on va parler politique, on ne va pas parler religion. Espérons-le, Antoine Sfer. Pour la 2e fois, mais je voudrais simplement vous supplier, vous conjurer, arrêtons de parler arabo-musulman. Ça ne veut rien dire. Il y a des sociétés arabes, il y a un monde musulman, divers, multiple, etc. Ensuite,
à propos du religieux dans le conflit israélo-palestinien, qu'il y ait une instrumentalisation du religieux, sans aucun doute, de grâce, n'éliminez pas d'un coup de phrase, au détour d'une phrase, les chrétiens d'Orient. Ils existent aussi, et je revendique, nous sommes là bien avant l'islam, nous sommes là, je vous en conjure. Donc, il y a une instrumentalisation du religieux, et Jean-Paul Chaniolou l'a très bien dit, de la part des ultra-juifs, des ultra-chrétiens et des islamistes. N'oublions pas que le Hamas est avant tout il se présente en tout cas comme un mouvement islamo-nationaliste. Donc, incontestablement, le religieux s'est introduit, a été instrumentalisé, et remarquez à quel point, dans chaque pays arabe maintenant, nous avons des gens qui se sont emparés de Dieu et qui s'en sont eux-mêmes autoproclamés comme porte-parole. Alors là aussi, on le voit au sein de l'Église catholique de plus en plus, mais là aussi, il faut, de grâce, faisons attention parce que les mots ont le sens qu'ils portent. Et si jamais on ne leur donne pas le sens qu'ils portent, je crois qu'on est, pardonnez-moi mesdames, on est un peu foutus quoi, à l'avance. Merci Antoine. Y a-t-il d'autres questions, interventions? N'hésitez pas. Il faut absolument que je réagisse à ce que vous avez dit, vous, cette fois-ci. Ouais. Puisque vous dites que ce monsieur, de son point de vue-là, c'est que la question qu'il a posée était légitime. Elle ne l'est pas. On ne peut pas dire ça. Et si, dans son esprit. Attention, non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans son esprit, Hitler était légitime aussi. Ce n'est pas la question. Ben oui, c'est la question. Il y a... Non. Non, pardon, attendez, Elie Barnavi. Je vais vous dire non, parce que vous ne pouvez pas me dire ça comme ça, et je ne prends pas ça personnellement. Hitler, quand je dis légitimement, il faut bien comprendre, quand Mein Kampf, Hitler a été écrit en 23, 10 ans avant, Hitler avait ce mérite-là, je suis peut-être choqué, de dire de façon cohérente ce qu'il allait faire, et personne n'en a tenu compte. C'est ça que je dis, oui, c'est enfin, tout. Bon, moi, alors, on ne s'entend pas très bien sur les mots. Il y a des juifs en Israël pour qui la présence arabe sur la terre sainte promise par Dieu au peuple juif est illégitime. Oui, c'est fanatique. Moi, je ne pense pas que de leur point de vue-là, cette pensée est légitime. Bien sûr. Nous pensons politique tout de même, mais je pense que c'est un appel au meurtre du président de l'Iran. Il faut le traiter comme tel. D'accord. Enregistré. Hein? Avec un enjeu interne. Mais important. Monsieur Cléré. Oui, moi je voudrais que l'on fasse très attention à ne pas donner l'impression que l'on cautionne l'instrumentalisation du fait religieux par certaines interprétations qui ne sont jamais que de la falsification de la réalité, et pas des interprétations. Et je voudrais rappeler une chose, c'est que, effectivement, comme l'a dit M. Chaniolou, il y a deux faits nationaux qui s'affrontent, le fait national palestinien et le fait national israélien. Et la terre est trop petite pour l'affirmation de ces deux faits nationaux. Et ce qu'il y a, c'est vrai, c'est que de part et d'autre, il y a une tentative d'instrumentalisation religieuse. N'oublions jamais que la montée en puissance du Hamas est née au départ de certaines initiatives israéliennes qui, pour contrecarrer cette affirmation nationale, a essayé, je dirais, de booster, comme on dirait en bon français, en tout cas à l'Agence spatiale européenne, de booster le Hamas pour qu'il soit un contrepoids. Le problème, c'est que quelquefois, même en politique, on joue au Dr Faust, et que le Hamas est devenu ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire un handicap à des négociations de paix entre deux faits nationaux qui ont chacun une rationalité. Et que dès lors qu'on introduit le fait religieux dans une négociation, on introduit, qu'on le veuille ou non, un élément d'irrationalité. Et donc c'est ça qu'il faut voir. C'est le risque de l'instrumentalisation du fait religieux et par certaines analyses de donner l'impression que l'on cautionne ceci. Je reviens à ce que disait aussi Antoine Sfer sur l'existence des minorités chrétiennes d'Orient. On a l'impression, dans ce contexte-là, que les deux parties ont intérêt, je dirais, à éliminer
ce facteur de diversité religieuse et culturelle sur le territoire. Parce qu'on s'aperçoit que toute une série de mesures qui ont été prises dans ce qu'on a appelé pendant très longtemps les territoires occupés ont eu pour effet d'accélérer le départ des Palestiniens chrétiens. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas innocent. Parce que là aussi, de part et d'autre, il y a la volonté de transformer un affrontement de légitimité nationale en un affrontement, je dirais, de légitimité culturelle et civilisationnelle différente. Et on doit se poser la question, pourquoi, quel est l'intérêt d'une telle transformation, surtout dans un contexte où, je dirais, sous l'égide des États-Unis tels qu'ils sont dirigés actuellement, on a tendance à privilégier cette approche à l'égard du monde que je ne qualifierais pas d'arabo-musulman, mais à l'égard d'un monde qui est difficile à appréhender et qui, pour son malheur, est dépositaire de toute une série de ressources et de richesses énergétiques. Bien, y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions? Questions, interventions, avant que nous ne... Est-ce que les intervenants ont un mot à ajouter? Eh bien, écoutez, je crois que la question reste ouverte. Je demande à tous les intervenants de table ronde, de se regrouper dans le salon qui est derrière l'estrade. Tous les intervenants. Merci beaucoup. Je crois que vous pouvez les applaudir parce que c'était très passionnant. Merci. Et on se retrouve à 15h pour Quel avenir pour la Méditerranée, pour la dernière session de clôture à 15h ici.